Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux débutants, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais acheté de métaux précieux physiques pour assurer leur patrimoine dans un but de diversification, de thésaurisation, d'assurance, bref, tout sauf dans une optique de collection. J'explique dans cette vidéo ce que j'aurais voulu moi-même connaître lorsque j'ai commencé. La fiscalité des métaux précieux ne sera pas abordée ici, puisque j'ai déjà une vidéo à ce sujet. J'essaierai de la faire apparaître en suggestion sur cette vidéo, enfin si j'ai réussi, sinon je la mettrai dans la description. C'est parti! Alors au sommaire, nous ferons dans une première partie un petit rappel sur les raisons pour lesquelles tout bon père de famille se doit de posséder des métaux précieux. Puis nous verrons comment choisir une pièce ou un lingot, c'est-à-dire les caractéristiques essentielles qui permettent de les comparer entre eux. Dans une troisième partie, nous verrons comment les prix des métaux précieux sont fixés. Et enfin, nous verrons quel vendeur choisir et comment se passe un achat en boutique ou en ligne. Alors pourquoi acheter de l'or et de l'argent? À quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas? L'histoire regorge d'exemples où la possession de métaux précieux a permis à leurs propriétaires de survivre en des périodes difficiles, que ce soit des guerres, des famines ou débuter une nouvelle vie loin de chez soi. Jusqu'à très récemment, la plupart des gens n'ont jamais vu ni pu posséder d'or. Le peuple utilisait l'argent métal et le cuivre sous forme de pièces pour les transactions monétaires du quotidien. L'or était réservé à l'élite, c'est-à-dire aux plus riches, aux plus puissants, aux rois et aux plus grands négociants. De tout temps, l'or a donc été un moyen simple de conserver et de transporter de grandes sommes d'argent. D'ailleurs, le nom du métal argent est passé dans le langage courant pour nommer la monnaie. Ce n'est pas un hasard, et c'est cette sagesse populaire millénaire qui doit être pour vous la première raison d'en posséder dans votre patrimoine. Alors les métaux précieux permettent de diversifier son patrimoine, parce qu'il n'y a que 4 classes d'actifs. Alors, bon, je parle globalement parce que les métaux précieux ne sont pas un actif, hein, mais voilà, donc 4 classes d'actifs où l'on peut placer son cash. Il y a les actions, les obligations, l'immobilier et les métaux précieux. Ces actifs fonctionnent comme des vases communicants. Quand il y en a un qui baisse, les autres montent. Les métaux précieux servent donc à sécuriser en partie votre patrimoine. D'ailleurs, pendant l'effondrement de la bourse suite au Covid-19, le cours de bourse a baissé. Le cours de bourse de l'or a baissé parce que des investisseurs avaient besoin de liquidités pour combler leurs pertes sur les actions. L'or leur a servi de contrepartie d'assurance. À notre niveau de particulier que nous sommes, les métaux précieux sont une assurance contre la faillite du système de l'État et puis une protection. Voilà. Les métaux précieux sont une monnaie à part entière, la seule véritable monnaie, la monnaie de Dieu. En effet, ils étaient là avant l'humanité et seront là bien après notre disparition. Enfin, les métaux précieux sont liquides et transportables. Même au fin fond de la jungle amazonienne, vous trouverez quelqu'un pour les changer. Les métaux précieux sont une monnaie universelle, la monnaie universelle. A contrario, les métaux précieux ne sont pas des actifs à proprement parler, ni des investissements. Ils ne rapportent pas de dividendes, ni ne prennent de réelle valeur. Leur hausse apparente signifie que la valeur de la monnaie correspondante, l'euro, le dollar, baisse. Bien sûr, je parle de métaux précieux physiques. S'il s'agit de l'or papier, par exemple, vous pouvez spéculer sur sa hausse ou sur sa baisse et le considérer dans ce cas-là comme un investissement. Mais ce n'est pas le sujet ici. Nous, on parle de physique. Alors, comment l'utiliser concrètement? À quoi ça sert et comment l'on s'en sert? Je me suis longtemps posé la question, puisque le but n'est pas d'en accumuler jusqu'à notre mort. Voilà, être le plus riche du cimetière, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux profiter de la vie. Donc, ça n'a pas de sens de l'accumuler pour l'accumuler. Sauf peut-être pour un collectionneur. L'or doit être acheté dans une optique de très très long terme, plusieurs décennies, 10 ans c'est un minimum. En cas de trouble grave dans le pays, vous pourrez vous enfuir avec et recommencer votre vie ailleurs avec une partie de votre patrimoine et non en repartant de zéro. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pendant les grands troubles historiques. Les familles riches convertissaient une grande partie de leur fortune en or, enfin en métaux précieux, quittaient les zones dangereuses avec, refaisaient leur vie ailleurs et une fois que la situation
s'étaient calmés dans leur pays d'origine, ils pouvaient revenir et avec l'argent de l'or qui leur restait, ils pouvaient engager des avocats et faire valoir leurs droits. Alors cela sert aussi, les métaux précieux, à vous nourrir pendant une guerre. 20 Napoléons, par exemple, auraient pu nourrir une famille française pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Les métaux précieux vous permettent donc de conserver de la valeur, notamment pendant une phase d'hyperinflation, mais aussi en cas d'effondrement de l'euro et du retour à une monnaie nationale fortement dévaluée et instable. Alors à contrario, en cas de déflation, l'or et l'argent ne sont pas un placement particulièrement intéressant. Avant d'aller plus loin, j'attire votre attention qu'en tant qu'individu, nous sommes à la merci du destin, ah oui, on peut se faire voler, et du plus fort que soi. Si l'État décide de confisquer les métaux précieux, de les interdire, il n'existera pas d'échappatoire légal. De plus, mettre toutes ces économies dans les métaux précieux est pour moi un non-sens économique, voire une faute grave de gestion patrimoniale. Alors choisir un métaux précieux dépend de plusieurs facteurs, de nombreux facteurs. Il faut bien y réfléchir avant de se lancer. Cela dépend de la somme que vous avez à placer, mais également de l'usage que vous voulez en faire, de la protection que vous voulez avoir. Par exemple, si vous avez 50 000 € à placer en métaux précieux, cela représentera 1 kg en or, contre 90 kg en argent. Alors vous voyez que 90 kg à transporter, c'est pas la même chose qu'un kilo. Si vous voulez parier sur un rattrapage de cours, c'est-à-dire qu'il y a une sous-évaluation sur un métal précieux, alors en ce moment il faut investir dans l'argent. C'est en quoi je crois personnellement, mais nombre d'investisseurs comme moi, enfin d'investisseurs, de propriétaires de métal précieux d'argent, attendent depuis de très nombreuses années la hausse du métal argent, qui n'arrive pas. Voilà. Et peut-être que nous ne la verrons pas de notre vivant, même si j'en doute. Je pense que ça va arriver bientôt. Alors ça dépend aussi, acheter de l'or ou de l'argent, ça dépend aussi de si vous voulez le cacher facilement ou pouvoir vous enfuir avec. Voilà, dans ce cas-là, il est plus intéressant de choisir l'or. On en revient à l'histoire du 1 kg d'or contre 90 kg d'argent. Alors choisir des pièces ou des lingots, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Alors pour les échanges pendant les périodes de grave crise, les pièces sont le choix le plus judicieux. Voilà. L'argent pour les petites dépenses, le quotidien, et l'or pour les échanges ayant le plus de valeur. Voilà, acheter une maison, voilà, quelque chose comme ça. Les lingots sont réservés pour une conservation de son patrimoine et non pour être utilisés comme monnaie d'échange pendant une crise. Voilà, donc pour résumer, on peut dire que les pièces sont utiles pour survivre pendant une crise, tandis que les lingots sont utiles pour récupérer son patrimoine après une crise. Enfin, récupérer, reconstruire son patrimoine après une crise. Alors la pureté est importante quand on débute. C'est un critère de comparaison simple entre les pièces puisqu'il n'est pas toujours possible de connaître la prime appliquée. En prenant des pièces similaires, impossible de se tromper pour un débutant. Voilà. Vous prenez des pièces modernes par exemple, c'est-à-dire des pièces qui sont produites avec les dernières techniques de raffinage pour atteindre une pureté supérieure à 999 millièmes. Vous comprenez bien qu'ainsi, comme les pièces ont la même teneur en argent, vous pourrez comparer facilement les prix entre elles. Le prix est à prendre en compte, bien sûr, dans l'optique d'assurer son patrimoine, ce dont on parle ici. Mais dans l'optique d'un collectionneur, moi je vous dirais que le prix ne se calcule pas de la même manière. Voilà, c'est pas en fonction du cours du métal. Notre objectif patrimonial nous fera donc choisir les pièces et lingots dont le prix est le plus proche du spot, c'est-à-dire du cours officiel de l'or et de l'argent, et ceci quelle que soit la pièce en question. L'esthétique n'entre pas en compte. Vous devez savoir que plus le poids d'un produit d'investissement est important, plus vous vous approcherez du spot. Acheter 10 pièces de 30 grammes, c'est-à-dire 300 grammes en pièces, vous reviendra plus cher que d'acheter un lingot de 300 grammes. Tout cela est tout à fait normal, il faut rémunérer les intermédiaires, les fabricants, les producteurs, les revendeurs. Les 3 pièces en argent les plus abordables sont les Maple Leaf canadiennes, les Philharmoniques autrichiennes et les Krugerrand sud-africains. Il peut y avoir des anomalies temporaires qui vous permettront d'acheter d'autres spécimens au même prix, ou presque, mais ça reste des anomalies temporaires. Pour les pièces en or, c'est plus difficile de vous donner des noms de pièces, parce que cela dépend du moment de l'achat. Les Napoléons restent un bon choix, mais beaucoup d'autres également, nous allons le voir un petit peu plus loin. Voyons maintenant comment sont fixés les prix.
Comme je l'ai dit, dans un but de thésaurisation, d'assurance de son patrimoine, nous devons d'acheter le métal précieux au plus proche du spot. Tout d'abord, vous verrez chez le revendeur 3 prix. Vous avez le prix de vente, c'est-à-dire le prix unitaire auquel vous pouvez revendre auprès d'un professionnel, le prix d'achat, c'est-à-dire le prix unitaire auquel la boutique vous vend, qui dépend de la quantité et d'autres facteurs que nous allons voir, et la valeur intrinsèque, c'est-à-dire la valeur en cours de bourse de la quantité du métal précieux contenu dans la pièce. En détail, le prix de vente est très simple. La boutique vous reprend vos pièces à un prix fixe, toujours supérieur au spot, mais avec une différence importante avec le prix de vente. Vous voyez ici, le prix de vente il est de 24,50 €, alors que le prix de rachat est de 18 €. Donc si vous pensez acheter et revendre à court terme pour spéculer, laissez tomber l'achat physique et achetez des métaux précieux papier. Sans parler de taxation, voilà, avec la pièce à l'écran, vous devez attendre une hausse de 6 € pour récupérer seulement votre argent sur cette pièce. Cela représente tout de même 30% de hausse, c'est énorme. Le prix de vente est plus intéressant à observer. Tandis que pour l'or, vous pouvez acheter à l'unité, il n'en est pas de même pour les pièces en argent, comme elles sont moins chères, qui s'achètent avec un minimum de pièces ou par lot. Par exemple ici, vous devez en acheter 50 minimum. Avant le confinement, sur ce même site, j'ai pu acheter des pièces en argent à l'unité, tandis que dans l'une de leurs boutiques physiques, elles se vendaient par tube, c'est-à-dire par lot. Alors pour les Maple Leaf par exemple, c'est par 25 et les Philharmoniques par 20. Remarquez également au-dessus de la cellule d'achat le prix intrinsèque de la pièce, inférieur au prix de vente et d'achat, et c'est intéressant pour se faire une idée de la prime et de la marge des intermédiaires. Voyons maintenant comment se décompose le prix d'achat. Vous avez tout d'abord le spot, c'est-à-dire le prix du métal, variant en fonction de l'offre et de la demande mondiale. Voilà, c'est un cours en bourse. À cela, il faut ajouter les frais de la boutique et des intermédiaires, le producteur, le transporteur, voilà, le revendeur. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie, c'est un commerce. Enfin, il faut y appliquer la prime, qui correspond à la rareté de la pièce, mais aussi à l'offre et à la demande. Plus il est difficile de s'en procurer, plus sa prime sera élevée. Dans le cas du Covid-19, entre l'augmentation du cours de bourse et la demande du métal physique, les prix ont beaucoup augmenté sur deux facteurs distincts mais cumulatifs, c'est-à-dire le spot et la prime. Le prix de vente correspond au prix du spot, augmenté de la prime, mais avec une décote correspondant à la rémunération de la boutique. Il y a aussi une marge de sécurité qui est appliquée, mais bon, simplifions en parlant de frais d'intermédiaire. Alors, comment choisir parmi toutes ces pièces et lingots? Eh bien, c'est simple. Le seul facteur qui change d'une pièce à l'autre, ce n'est ni le spot, ni le pourcentage de frais d'intermédiaire, mais uniquement la prime. Sur l'image prise du site d'un revendeur connu, que vous avez à l'écran, vous pouvez voir en vert le souverain, qui est la pièce la plus intéressante à acheter ici, parce que sa prime est très basse. Contrairement aux 10 $ US en rouge, qui a une prime de près de 20%. Dans le cas d'une revente, nous aurions le raisonnement opposé. Voilà, une forte prime nous permettant d'obtenir un peu plus de cash. Alors une dernière chose à connaître qui concerne les lingots et les lingotins, il en existe deux types, qui correspondent à deux types de production différentes. Vous avez le cast, qui signifie que le lingot a été coulé. C'est celui à droite sur l'image. Et le mint, à gauche sur la photo, qui signifie que le lingot a été frappé. Alors cette méthode consiste à créer des plaques de métaux précieux d'une épaisseur précise, dans lesquelles seront découpés les lingots, lingotins, pièces, etc., avant d'être frappés. Voilà. Alors la différence fait que le cast est plus facile et rapide à produire, et il est donc moins cher que le mint, mais il est aussi moins beau et plus difficile à empiler. Le mint est beaucoup plus esthétique, et peut être facilement empilé dans un coffre, mais vous l'aurez compris, son prix est plus élevé. Voilà, c'était un petit bonus sur la terminologie. Voyons maintenant que vous savez comment choisir vos pièces en or et en argent,
Vous vous demandez où acheter, quel vendeur choisir, et oui. On entend souvent que des personnes ont acheté des faux, des pièces ou lingots fourrés, de bonnes imitations. Et comme vous n'en avez jamais acheté, vous ne savez pas encore déceler les faux. C'est normal. Pas de panique, il vous suffit de vous rendre dans une boutique chez un commerçant qui a pignon sur rue et qui existe depuis de nombreuses années, voire plusieurs décennies. Il ne vous arnaquera pas parce que s'il le faisait, sa boutique ferait très vite faillite avec les réseaux sociaux. La réputation, pour eux, c'est très très important. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui fait la confiance et qui fait qu'ils existent encore. Pour la sécurité, l'achat auprès d'un professionnel renommé vous évitera nombre de mésaventures contre un prix un peu plus élevé. Oui, il y a les frais d'intermédiaire. Cette différence de prix est celle de la tranquillité. Donc ça vaut le coup quand même. Moi, je préfère passer par une boutique, je vous le dis. Comment se passe un achat? Alors, si vous achetez en ligne, rendez-vous sur le site de votre boutique préférée, vous choisissez vos articles, le mode d'envoi, dans la boutique ou chez vous, et vous réglez par carte bancaire. Si vous laissez des articles dans votre panier sans le valider, il sera le plus souvent supprimé. Ben oui, parce que les cours changent tout le temps. Voilà, moi je sais que sur le site de la boutique où je vais, je peux rien laisser dans le panier, c'est automatiquement annulé dans la journée. Alors au retrait de la commande, le facteur ou la boutique vous demandera une pièce d'identité, une signature, bref une commande somme toute classique. Dans le cas d'un achat ou d'un retrait en boutique, il est intéressant de détailler l'atmosphère pour les bleus que vous êtes. Vous avez de la chance de pouvoir vivre cette première fois. Avant d'acheter en boutique, vous devez d'abord vous assurer que votre carte bancaire dispose d'un plafond de paiement suffisant. Oui, ça serait un peu dommage d'arriver et puis de ne pas pouvoir acheter. Ou que vous avez sur vous la somme équivalente en cash. Quand vous arrivez face à la boutique, vous voyez en vitrine, vitre très épaisse comme pour les bijouteries, beaucoup de pièces et de lingots, ainsi que des écrans où défilent le cours des métaux précieux, les cours du forex et les prix des lingots et pièces. C'est un monde fascinant. Alors pour entrer, vous devez demander l'accès via une sonnette. Vous entrez dans un sas, c'est pas toujours le cas, mais dans les vieilles boutiques, ceux qui ont pignon sur rue depuis des décennies, c'est comme ça. Vous entrez donc dans un sas avant de pénétrer dans la boutique. Tout est fermé et les employés sont derrière des comptoirs vitrés et des caméras filment tout ce qu'il se passe. Vous êtes dans la pénombre, vous êtes seul, parfois avec un autre client, mais pas plus. Vous passez votre commande assez discrètement, l'employé vérifie la disponibilité du produit et vous donne les détails de la transaction, prix et quantité. Si vous êtes d'accord, voilà, il vous demande une pièce d'identité ainsi que le moyen de paiement. Certaines boutiques n'acceptent que la carte bancaire, d'autres acceptent également les espèces. Pas de possibilité d'utiliser de chèque ici. Et oui, il faut payer comptant. Oui, bien sûr. Vous devez maintenant régler la somme avant de passer à la suite. Si vous achetez de l'or, l'employé se dirige vers le coffre-fort où vous pouvez apercevoir des pièces et des lingots. Ça brille dans la pénombre. Si vous achetez de l'argent, l'employé se dirige vers de grandes caisses en plastique d'où il retire un tube, ou plusieurs, ça dépend de ce que vous achetez. Il l'ouvre et contrôle la quantité et le type de pièces pour éviter les erreurs. C'est fascinant d'ailleurs de se dire que toutes ces caisses qui sont remplies d'argent vont finir par être vendues rapidement. C'est assez fascinant quand même. Alors normalement, et afin de garantir la taxation à la revente, l'employé vous propose de mettre sous sachet scellé et numéroté vos pièces et lingotins. Alors bon, certains lingotins sont déjà scellés avec leur certificat, donc il n'y a pas besoin, mais ils sont plus chers aussi. Alors moi je ne le fais jamais, certaines boutiques vous l'offrent, d'autres le facturent, mais personnellement moi j'aime toucher les pièces. C'est aussi plus facile pour vous les présenter en vidéo, comme je l'ai déjà fait pour deux pièces déjà, et aussi pour les stocker. Voilà, toutefois, il est vrai que fiscalement, il est recommandé de les mettre sous sachet scellé. Voilà, sinon vous allez payer 10% de taxes à la revente, contre une taxe de 24% sur les plus-values seulement si c'est dans un sachet scellé. Alors l'employé vous fait ensuite signer la facture, il garde l'original et glisse un double dans le sachet scellé si vous en avez un. Enfin, vous récupérez votre pièce d'identité, votre achat. Là, vous vous dépêchez de cacher votre trésor dans votre poche, blouson, sac, et vous ressortez de la boutique. Alors, vous pensez avoir fait le plus dur? Eh bien non, parce qu'en sortant, vous regardez autour de vous si l'on vous observe, et oui.
Et en marchant, vous vérifiez de temps en temps que vous n'êtes pas suivi. Bah oui, on est un peu parano, hein. Vous changez votre itinéraire, vous vous arrêtez pour observer autour de vous et vous fondre dans la foule avant de rentrer chez vous, après de nombreux détours, hein, ou de déposer le magot dans votre coffre à la banque. Là, et seulement à ce moment-là, vous respirez enfin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à la liker pour le référencement et à vous abonner. À bientôt.